merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce jeudi 20 février. Le bilan de l'agression génocidaire sioniste contre la bande de Gaza s'alourdit encore et passe à 48 319 martyrs et 111 749 blessés depuis le 7 octobre 2023, à l'heure où la résistance palestinienne remet les corps de 4 captifs à la Croix-Rouge. Après 40 ans de prison, Georges Abdallah saura ce jeudi s'il peut rentrer chez lui au Liban. La Cour d'appel de Paris se prononce sur la libération de ce militant libanais condamné dans les années 80. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune inaugure à Oran l'usine de dessalement d'eau de mer de Cap-Blanc, la plus grande en Algérie, avec une capacité de production de 300 000 mètres cubes jour. La première réunion ministérielle du G20 s'ouvre à Johannesburg avec la participation du ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf. Et puis retour sur la dernière sortie médiatique du chef du Pentagone. Les États-Unis envisageraient littéralement de retirer leurs troupes d'Europe. Bonsoir à tous. Le bilan de l'agression génocidaire sioniste contre la bande de Gaza s'est alourdi à 48 319 martyrs et 111 749 blessés depuis le 7 octobre 2023, selon les autorités palestiniennes de la santé qui ont affirmé que les corps de 22 martyrs et 16 blessés avaient été transférés vers les hôpitaux de Gaza au cours des dernières 24 heures. Et je vous le disais en titre également, au 33e jour de l'accord de cessez-le-feu à Gaza, la résistance palestinienne de la bande de Gaza a remis les corps de 4 captifs à la Croix-Rouge, tandis que l'entité sioniste devrait libérer 25 Palestiniens. Par ailleurs, sur le volet humanitaire, et bien que les besoins soient immenses à Gaza, des camions chargés de caravanes et de bulldozers ont pu traverser le poste frontière de Rafah avec la bande de Gaza dans le cadre de l'accord de trêve. Et la crise humanitaire dans la bande de Gaza s'est gravement dégradée au cours de ces dernières heures en raison des fortes pluies et du froid glacial marquant la région, exposant des centaines de milliers de personnes, en majorité des enfants et des femmes, à des pires souffrances. Selon l'agence de presse palestinienne Wafa, qui a ajouté que les médicaments faisaient cruellement défaut dans les hôpitaux, les chapiteaux plutôt servant de structures sanitaires. Et des factions palestiniennes ont organisé une conférence dans la ville de Gaza pour rejeter la proposition controversée du président américain Donald Trump de déplacer les Palestiniens de la bande de Gaza. Leur réponse est unanime. Les Palestiniens ne quitteront leur patrie sous aucun prétexte. Nous affirmons notre rejet de tous les plans visant à déporter notre peuple ou à expulser la résistance de la bande de Gaza. Gaza fait partie intégrante de la Palestine et personne n'a le droit de nous en expulser, car c'est la terre de nos pères et de nos ancêtres et notre droit historique, politique et juridique. Les récentes déclarations de Trump, qui exprimaient le vrai visage du partenariat américano-sioniste dans l'agression contre notre peuple, équivalent à une déclaration d'une nouvelle guerre contre nous qui vise à déraciner notre peuple de la bande de Gaza et de la Cisjordanie. Ces personnes ne quitteront leur patrie sous aucun prétexte et y resteront conformément enracinés. Ils ne permettront pas une nouvelle Nakba. Quelle que soit l'ampleur des défis à relever, notre peuple résistera à ces projets par tous les moyens. Et toujours dans ce même contexte, l'ONG Reporters sans frontières a affirmé ce jeudi que malgré le fragile cessez-le-feu, la catastrophe humanitaire se poursuit à Gaza, entravant le travail quotidien des journalistes, appelant l'entité sioniste à lever d'urgence le blocus sur le territoire palestinien.
Et une organisation palestinienne a indiqué ce jeudi que l'occupant sioniste continuait de détenir 665 corps de martyrs dans les cimetières des Nombres en violation des valeurs humaines et des lois internationales. La campagne pour la récupération des corps des martyrs palestiniens a affirmé que les corps de centaines, ou plutôt de certains de ces martyrs, remontent aux années 60 et 70 du siècle dernier et les plus récents d'entre eux étaient les martyrs du camp de Fala'a en Cisjordanie occupée, tués hier soir. Et d'ailleurs, les forces de l'occupation sioniste ont poursuivi ce jeudi leur agression contre la ville de Jenin et son camp de réfugiés pour le 31e jour consécutif, faisant 26 martyrs et des dizaines de blessés, ainsi que de nombreuses arrestations, en plus de milliers de déplacés et des destructions massives d'infrastructures et de biens. Par ailleurs, 3 Palestiniens sont tombés en martyrs sous les balles des forces de l'occupation sioniste dans le camp d'El Fala'a, au sud de la ville de Toubas, en Cisjordanie occupée. C'est ce qu'a indiqué ce jeudi le ministère palestinien de la Santé. Et dans ce même dossier, au moins 543 colons sionistes ont pris d'assaut ce jeudi l'esplanade de la mosquée Al-Aqsa dans la ville occupée d'El-Quds. Les colons se sont introduits dans l'enceinte de la mosquée en groupes séparés, ont mené des marches provocatrices dans ses cours et effectué des rituels talmudiques. Je vous en parlais en titre. Après 40 ans de prison, Georges Abdellah saura dans quelques minutes s'il peut rentrer chez lui au Liban. La Cour d'appel de Paris se prononce sur la libération de ce militant libanais condamné dans les années 80 pour complicité d'assassinat de diplomates américains et sionistes en France. Je vous le disais en titre, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a procédé ce jeudi à Oran à l'inauguration de l'usine de dessalement d'eau de mer accablant, la plus grande en Algérie, d'une capacité de production de 300 000 mètres cubes jour. L'usine peut être raccordée à des fins de distribution à 6 wilayas de l'ouest du pays. À cette occasion, le président algérien a qualifié de victoire la réalisation de cette usine de dessalement d'eau de mer en moins de 26 mois, soulignant que l'Algérie était arrivée au stade des grandes réalisations en un temps record et avec les technologies les plus modernes. ما قلت أن الجزائر قوة ضاربة فهي قوة ضاربة بالفعل مش باللسان. شكرهم لأن يعني أعطيناهم توجيهات صح ولكن كما يقولوا بالعامة داروا النيف. يعني خدموا 7 أيام على 7 أيام 24 ساعة على 24 ساعة تقنيات تقريب جديدة عليهم ولكن كانوا في مستوى التحدي. هذا اللي خلى الجزائر اليوم وصلت إلى درجة من التقنية والتكنولوجيا في تحلية مياه البحر اللي ممكن تفيد بها الأشقاء وتفيد بها الشعوب الأخرى. Et à cette occasion, le président algérien a annoncé l'inauguration d'autres projets de ce type durant les 5 prochains jours. محطة هذه نتاع كاب بلون رأس أبيض هي أولى من سلسلة نتاع عدة محطات 5 محطات إن شاء الله في ظرف هذه 5 أيام ندشنوهم كل واحدة بوحدة وستليها محطات أخرى مثل ما التزمت أنا كل ما تكون لي مناسبة أن ننجز محطة تحلية بحر على الشواطئ الجزائرية سنفعل إن شاء الله. عندنا الإمكانيات عندنا الرجال بالأخص. Dans l'actualité aussi, la première réunion ministérielle du G20 s'est ouverte cet après-midi à Johannesburg avec la participation du ministre d'État algérien, ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le président sud-africain Cyril Ramaphosa. La première journée de cette réunion a été marquée par un débat sur les derniers développements de la situation géopolitique internationale alors que les délibérations
préparation de la deuxième journée portera sur les priorités définies par l'Afrique du Sud durant sa présidence du G20 sous le slogan Solidarité, égalité et durabilité. Et dans son discours d'ouverture de la première réunion ministérielle du G20, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a présenté la vision de son pays pour l'avenir de la gouvernance mondiale, ainsi que ses propositions face aux défis croissants auxquels le monde est confronté. Autant que G20, il est essentiel que les principes de la Charte des Nations Unies, le multilatéralisme et le droit international restent au centre de tous nos efforts. Ils devraient être le ciment qui nous unit. Alors que nous nous efforçons d'atteindre un objectif commun, je pense qu'il est important de se rappeler que la coopération est notre plus grande force. Cherchons à trouver un terrain d'entente par un engagement constructif. Grâce au G20, nous devrions être en mesure de définir les coordonnées de la nouvelle cause du progrès humain, fondée sur la solidarité, l'égalité et la durabilité. Et toujours au volet diplomatique, la secrétaire d'État auprès du ministre algérien des Affaires étrangères chargé des affaires africaines, Barta Selma Mansouri, a poursuivi ses rencontres bilatérales à New York au deuxième jour de sa visite dans cette ville américaine dans le cadre de sa participation à un débat public de haut niveau ou plutôt au Conseil de sécurité sur la pratique du multilatéralisme et la réforme de la gouvernance mondiale. Mansouri a eu une rencontre bilatérale avec la secrétaire générale adjointe aux affaires politiques et à la consolidation de la paix, Rosemary DiCarlo, ainsi qu'avec Cheryl Pierce, conseillère adjointe au Bureau des affaires militaires des Nations Unies. Le groupe A3+, au Conseil de sécurité des Nations Unies, a souligné l'urgence de parvenir à un cessez-le-feu immédiat et sans condition en République démocratique du Congo, soutenant qu'il n'y avait pas de solution militaire à ce conflit. Une position exprimée par la voix du représentant de la Somalie à l'ONU, l'ambassadeur Aboukar Dahir Osman, qui s'exprimait au nom du groupe lors d'une session du Conseil de sécurité consacrée à la situation en RDC. Le développement de la coopération algéro-saoudienne et l'intérêt grandissant des investisseurs saoudiens pour le marché algérien ont été évoqués ce jeudi par l'ambassadeur d'Arabie saoudite en Algérie, Abdellah Ben Nasser Al-Basiri, et son marge de la célébration du jour de la fondation de l'État d'Arabie saoudite. في البداية نقدر كل الشكر لكل الحضور الذين شاركونا هذا اليوم في يوم التأسيس. Tout d'abord, nous adressons nos remerciements à tous les participants qui sont présents avec nous pour la célébration de la journée de la fondation du Royaume d'Arabie Saoudite en 1727. Entre le passé et le présent, à la lumière de la vision du Royaume d'Arabie Saoudite d'ici 2030, sous la direction du serviteur des deux lieux saints de l'islam, le roi du Royaume d'Arabie Saoudite, Salman Ben Abdelaziz, et par Mohammed Ben Salman, prince héritier et président du Conseil des ministres du Royaume d'Arabie Saoudite, que Dieu les protège. Alors que nous célébrons cette journée sur cette terre bénie d'Algérie, la profondeur des relations entre l'Arabie Saoudite et l'Algérie est dans tous les domaines. Une opportunité pour nous d'accueillir tous les investisseurs algériens dans le royaume. Nous leur faciliterons toutes les démarches et nous espérons que dans un avenir proche, des délégations saoudiennes viendront en Algérie pour trouver des opportunités d'investissement. Nous souhaitons la paix et la sécurité pour les dirigeants et le peuple algérien. Que Dieu protège nos pays arabes et islamiques. Allez, direction la Libye à présent, où 93 corps ont été à ce jour exhumés de 2 fosses communes récemment découvertes lors d'opérations des forces de sécurité contre des réseaux de trafic d'êtres humains. C'est ce qu'a indiqué un nouveau bilan communiqué par les Nations Unies. La nouvelle émissaire de l'ONU pour la Libye, Hana Serwa Teta, s'est engagée ce jeudi à ne ménager aucun effort pour parvenir à la paix et à la stabilité de la Libye lors de sa prise de fonction à Tripoli. Selon un communiqué de la mission onusienne, la MANUL, Teta a été nommé le 24 janvier par le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, à ce poste.
Le représentant permanent de la Chine auprès des Nations Unies, Zheng Shuang, a plaidé en faveur de la non-ingérence étrangère dans les affaires internes de la Libye. Il a appelé la communauté internationale à respecter la souveraineté libyenne. Le diplomate chinois s'est exprimé lors d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU sur la Manule. La visite décriée de la ministre française de la Culture, Rachida Dati, en territoire sahraoui occupé par le Maroc continue de susciter de nombreuses réactions. Le représentant du Front Polisario aux Nations Unies, Sidi Mohamed Omar, a dénoncé l'hostilité de la France et son soutien à l'occupant marocain pendant que la presse française critique le revirement de Paris. Hossein Jouadi. La visite de Dati au Sahara occidental marque une énième agression à l'encontre du peuple sahraoui et démontre une fois de plus les positions variables de la France en termes de droit international et de droits de l'homme. En effet, après le soutien du président français en octobre dernier au soi-disant plan d'autonomie marocaine, quitte à bafouer les droits et l'honneur d'une population tout entière, la France aujourd'hui se permet d'envoyer ses officiels en territoire sahraoui occupé pour marquer davantage leur soutien à un régime colonial. Dans un entretien à la chaîne de télévision Al-Hurra, diffusée par l'agence de presse sahraoui, le représentant du Front Polisario aux Nations Unies, Sidi Mohamed Omar, a réitéré la ferme condamnation par la République sahraoui de la démarche française qui reflète l'hostilité de la France officielle à l'égard du peuple sahraoui et ses aspirations légitimes au recouvrement de sa souveraineté sur l'ensemble de ses territoires. La France, a-t-il ajouté, a toujours soutenu l'état de l'occupation marocaine, politiquement, diplomatiquement et militairement, depuis le début du conflit, et ce, en contradiction flagrante avec ses responsabilités en tant que membre permanent au Conseil de sécurité et avec la lettre et l'esprit de la Charte des Nations Unies. Le journaliste Benjamin Koning, rentré de la mission organisée par la RASD dans les camps de réfugiés, a pu s'approcher des Sahraouis qui se sont exprimés sur la position française qui mène un combat contre le droit du peuple sahraoui à s'autodéterminer. Un sentiment exprimé par les Sahraouis et rapporté par le quotidien français L'Humanité sous le titre « La France a toujours été contre les Sahraouis ». America First, c'est la ligne tenue par l'administration Trump, mais la dernière sortie médiatique du chef du Pentagone va plus loin. Les États-Unis envisageraient littéralement de retirer leurs troupes d'Europe. Safouane Bessabri. Les États-Unis vont-ils abandonner l'Europe? C'est la question qui se pose en Europe et ailleurs, au vu des dernières prises de position de l'administration Trump. Mais la déclaration qui inquiète le plus le vieux continent vient du chef du Pentagone, Pete Hegseth. Le secrétaire d'État à la Défense, équivalent de ministre de la Défense, a déclaré aux autorités ukrainiennes lors d'une réunion à huis clos que Washington envisageait de retirer la majeure partie de ses troupes des bases américaines en Europe. Alors que l'Ukraine continue à exiger que son adhésion à l'OTAN soit mise sur la table des négociations, Washington ne serait pas favorable à une telle éventualité. Pire, la crainte de Kiev de voir Washington se détourner, voire de délaisser le théâtre européen pourrait se concrétiser. Dans une volonté américaine de se concentrer sur l'Asie-Pacifique ainsi que sur les frontières avec le Mexique. J.D. Vance, Trump et Pete Hegseth sont sur la même ligne politique. L'Europe doit assumer la guerre à ses portes, dans sa dimension militaire et financière. America First d'une part, rivalité avec la Chine d'autre part, telles sont les priorités de Trump. Le conflit en Ukraine détourne les fonds et l'énergie américaine de ces vrais défis aux yeux du président américain. Au total, 65 000 soldats américains se trouvent actuellement en Europe, 35 000 en Allemagne, entre 12 et 10 000 en Italie et en Grande-Bretagne. En Allemagne, interrogés sur les élections générales anticipées de dimanche, certains Berlinois ont réclamé du changement alors que d'autres craignent une montée de l'extrême droite. J'imagine que tant que les limites seront clairement établies en ce qui concerne la coopération avec les autres partis de droite, la candidature de M. Merz à la chancellerie pourrait être positive. Même si je ne suis pas un fan, mais il doit, ainsi que son parti, mettre carte sur table et montrer clairement dans quelle direction il veut aller. Je ne suis pas très euphorique si j'en crois les sondages.
Il n'y aura pas beaucoup de changements dans notre politique. J'aurais espéré que les choses changent fondamentalement, d'autant plus que selon les sondages, 60% de la population veut la paix en Ukraine, ce qui n'est apparemment pas du tout pris en compte. Quand je vois que notre ministre des Affaires étrangères promet à nouveau 1 milliard pour alimenter la guerre, ça me rend très triste. En République tchèque, un adolescent de 16 ans a tué 2 femmes ce matin dans une attaque au couteau. C'est ce qu'a annoncé la police, ajoutant que le mobile n'était pas clair à ce stade. Le suspect de nationalité tchèque a été arrêté quelques minutes après les faits. Nous avons arrêté le suspect environ 10 minutes plus tard, à moins d'1 kilomètre du lieu de l'incident. Il a été appréhendé par l'équipe de SWAT. Il a agressé la première femme dans le magasin et l'autre dans l'arrière-boutique. Nous avons trouvé un couteau avec une lame de 20 cm près du magasin. Airbus envisage de livrer 820 avions commerciaux pour 2025 contre 766 l'an dernier. C'est ce qu'a indiqué son PDG Guillaume Faury à l'occasion de la présentation des résultats annuels. Alors que l'avionneur a vu son bénéfice net bondir de 12% pour passer à 4,2 milliards d'euros en 2024 grâce à la forte demande pour les avions. On a prévu de livrer environ 820 avions en 2025. Donc ça nécessite que tous nos fournisseurs soient au rendez-vous. Il y a effectivement un certain nombre de fournisseurs qui ont plus de difficultés que d'autres pour un certain nombre de raisons conjoncturelles ou structurelles. Dans l'actualité aussi, le président sud-coréen suspendu Yoon Suk-yeol a assisté ce jeudi à la 10e audience de son procès en destitution et probablement l'une des dernières avant que les juges ne se retirent pour délibérer. Yoon a été arrêté et suspendu de ses fonctions à la suite de la déclaration de la loi martiale qu'il a faite le 3 décembre. Le bilan des fortes pluies et des inondations en Bolivie s'est alourdi à 30 morts. 5 personnes sont toujours portées disparues et plus de 126 000 familles ont été touchées selon le vice-ministre de la Défense civile, Juan Carlos Calvimontes. Et puis enfin, au Sri Lanka, un train de passagers a déraillé ce jeudi après avoir percuté une famille d'éléphants. Une collision qui n'a fait aucun blessé parmi les passagers, mais a fait 6 morts parmi les pachydermes. Selon la police, le train express roulait près d'une réserve de faune sauvage à Abarana, à environ 180 km à l'est de la capitale Colombo, lorsqu'il a percuté le troupeau traversant la voie avant l'aube. Voilà, et on arrive à la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur le site d'Al24 News ou à travers nos différentes plateformes en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Excellente soirée à tous.